Le mensonge le plus dangereux est celui qui s'habille de sollicitude. La salle à manger est plongée dans une pénombre calculée. Seul le lustre en cristal au-dessus de la table projette une lumière crue sur la nappe en lin blanc. La nappe est tendue, sans un pli. La caméra est statique, placée à l'extrémité de la table, filmant la profondeur de la scène. On entend le cliquetis régulier des fourchettes contre la porcelaine de Limoges. Un son sec, un son de précision. Hélène, 72 ans, est assise en bout de table. Elle porte un collier de perles qui semble peser sur son cou. En face d'elle, ses deux fils, Julien et Thomas. À la droite de Julien, il y a Sophie, la belle-fille. Sophie porte une robe en soie vert foncé. Elle ne mange pas. Elle observe Hélène, ses yeux ne s'éyoquent pas. Elle tient son verre de vin par le pied, le faisant tourner lentement. Le vin rouge trace des larmes circulaires sur le cristal. Le silence dure depuis 2 minutes. C'est un silence de plomb. Puis Sophie pose son verre. Le bruit de la base du verre sur le bois de la table résonne comme un coup de feu sourd. « Maman Hélène », dit-elle d'une voix qui se veut douce, mais qui a la texture du givre, « tu n'as pas touché à ton rôti, c'est pourtant ta recette préférée. Tu l'as encore oublié ?» Hélène lève les yeux. Elle regarde Sophie. Elle voit le petit sourire au coin des lèvres de la jeune femme. Un sourire de prédatrice qui ajuste son piège. « Je n'ai pas oublié la recette, Sophie. Je n'ai simplement pas faim. » Sophie échange un regard rapide avec Julien. Un regard chargé d'une fausse tristesse. Elle soupire, un long soupir mélodramatique qui emplit l'espace entre les convives. « Julien, regarde là, » murmure Sophie. Elle attend encore cette absence dans le regard. C'est comme l'autre jour, quand elle a laissé le gaz allumé pendant 3 heures. Heureusement que j'étais là. Julien pose ses couverts. Le métal heurte l'assiette. Il a le visage marqué par l'inquiétude. Une inquiétude que Sophie a patiemment cultivée depuis des mois. Chaque petite erreur d'Hélène a été amplifiée, déformée, documentée par Sophie comme une preuve de démence sénile. « Maman », commence Julien. Sa voix tremble légèrement. « Sophie me dit que tu caches des objets maintenant, que tu as mis tes clés dans le congélateur. Est-ce que c'est vrai ?» Hélène ne répond pas immédiatement. Elle observe la poussière qui flotte sous le lustre. Elle sait qu'elle n'a jamais mis ses clés dans le congélateur. C'est Sophie qui les y a placées. Sophie qui entre dans la maison avec son double des clés à des heures indues. Sophie qui déplace les meubles de quelques centimètres pour désorienter Hélène. Sophie qui efface les messages sur le répondeur. « Tes clés étaient à côté du bac à glaçons, maman », ajoute Thomas le plus jeune, d'un ton plus dur. On ne peut pas ignorer les faits. Le médecin a parlé de micro-AVC. Il dit que ça commence souvent comme ça, par des petits riens. La caméra filme le visage d'Hélène de profil. Elle est une statue de granit. Elle ne proteste pas. Elle sait que la colère ne ferait que confirmer leur diagnostic de labilité émotionnelle. Elle prend sa serviette et s'essuie les lèvres. Le mouvement est lent, délibéré. « Sophie est très attentive, » dit Hélène. Sa voix est monocorde, dépourvue d'émotion. Elle remarque des choses que je ne remarque même pas moi-même. Sophie sourit. Un sourire de victoire. Elle pense qu'Hélène capitule. Elle ignore que le mépris de sa belle-mère est une arme plus tranchante que sa ruse. « On veut juste que tu sois en sécurité », reprend Sophie en tendant la main vers celle d'Hélène. Elle pose sa paume tiède sur la main froide de la vieille femme. « C'est pour ça qu'on a pensé à une aide, quelqu'un qui gérerait tes papiers, tes comptes, pour t'éviter du stress inutile. C'est ici que le plan financier se dévoile. Le domaine familial, les appartements à Paris, les actions dans le groupe de luxe. Tout ce que le mari d'Hélène a construit. Sophie veut la signature, elle veut la tutelle. Elle veut effacer Hélène pour devenir la maîtresse des lieux. » Julien hoche la tête. Il veut croire sa femme. Il préfère croire que sa mère est sa malade plutôt que de croire que sa femme est un monstre. C'est la faiblesse des fils. Ils aiment avec les yeux fermés. « Nous allons préparer les documents, maman, » dit Thomas. « Juste pour une gestion temporaire. Le temps que tu fasses tes examens à la clinique de neurologie. Sophie a déjà pris rendez-vous pour lundi. » Hélène regarde le rôti de bœuf au centre de la table. La viande est saignante. Un jus rouge s'est accumulé dans le plat. Elle pense à la suite. Elle pense aux caméras qu'elle a fait installer par une entreprise de sécurité extérieure cachée dans les détecteurs de fumée. Elle pense au micro qu'elle porte sous sa broche en onyx, elle a tout enregistré. La voix de Sophie, hier soir dans la cuisine, quand elle pensait être seule. La voix de Sophie disant au téléphone « La vieille est presque cuite, encore une semaine et on vide le coffre. » Hélène se lève, elle ne s'appuie pas sur la table, son équilibre est parfait. « Je suis fatiguée, dit-elle. Je vais me coucher. Merci pour ce dîner, Sophie. Il était instructif. » Elle quitte la pièce. On entend le bruit de ses pas sur le parquet. Un son régulier. Tac, tac, tac. Elle ne se retourne pas.
Dans la salle à manger, Sophie commence à débarrasser la table. Elle siffle un air léger. Elle se croit déjà chez elle. Elle ne remarque pas que Julien regarde la place vide de sa mère avec une soudaine incertitude. La caméra reste sur la table, sur les restes du repas, sur la tache de vin rouge que Sophie a fini par renverser sur la nappe blanche. La tache s'étend. Elle ressemble à une blessure ouverte. Le silence revient. Un silence lourd de conséquences. Hélène entre dans sa chambre. Elle ferme la porte, le verrou s'enclenche avec un clic métallique. Elle s'assoit devant son miroir. Elle retire son collier de perles, une à une. Elle les pose sur le marbre. Elle regarde son reflet. Elle ne voit pas une femme folle. Elle voit une femme qui attend que ses ennemis fassent la dernière erreur. Le premier acte de la tragédie est posé, le poison est injecté. Mais l'antidote est déjà en train d'être préparé dans l'ombre. La lumière du matin dans le salon est froide, une lumière de cristal qui expose chaque grain de poussière. La caméra s'est placée dans l'angle de la bibliothèque, un plan large et fixe. On voit le fauteuil d'Hélène, vide. On voit le guéridon où repose une tasse de porcelaine brisée. Le thé s'est infiltré dans les fibres du tapis, une tache sombre, immobile. Il est 10 heures. Sophie entre dans le champ. Elle ne marche pas, elle glisse. Elle porte des gants de ménage en latex jaune. Le bruit du latex contre la peau est un petit claquement sec. Elle tient un flacon de médicaments. C'est un flacon de neuroleptiques puissant. Elle n'est pas censée les avoir. Elle les a obtenus par un contact dans une pharmacie de province. Elle ouvre le pilulier hebdomadaire d'Hélène. Ses gestes sont précis. Elle retire les vitamines. Elle insère les comprimés blancs. Le piège est chimique. Le plan est simple. Provoquer une confusion mentale réelle pour valider le mensonge. Hélène entre dans la pièce 10 minutes plus tard. Elle porte une robe de chambre en velours gris. Elle ne voit pas Sophie, qui s'est retirée dans l'ombre du couloir. Hélène s'approche du guéridon. Elle voit la tasse brisée. Elle fronce les sourcils. Elle sait qu'elle n'a pas bu de thé ce matin. Elle sait qu'elle n'a rien cassé. Elle regarde ses mains. Elle ne tremble pas. Mais dans sa tête, une petite voix instillée par Sophie commence à murmurer « Et si c'était vrai ?» Elle prend son pilulier. Elle avale les comprimés avec un verre d'eau. La caméra filme sa gorge qui se contracte. Un mouvement mécanique. C'est le début du compte à rebours. 1 heure plus tard, Julien et Thomas arrivent. Ils ont été appelés par Sophie. Sophie est en larmes sur le canapé. Elle tient un torchon mouillé contre sa tempe. Elle joue la victime. « Je ne sais pas ce qui lui a pris », sanglote-t-elle. Sa voix est un murmure brisé. « Je voulais juste l'aider à ranger ses dossiers. » Elle s'est mise à hurler. Elle a jeté la tasse contre le mur. Elle disait que je voulais lui voler ses souvenirs. « Julien, j'ai eu peur. Elle ne me reconnaît plus. » Julien s'approche de sa mère. Hélène est assise sur le rebord de son lit, dans la chambre voisine. Ses yeux sont vitreux. Les médicaments commencent à agir. Sa diction est pâteuse. Ses paupières sont lourdes. Elle essaie de parler, mais les mots s'entrechoquent dans sa bouche comme des galets. « Je n'ai rien fait, Julien. » Elle ment. Elle était dans la cuisine. « Maman, répond Julien, son visage est un masque de douleur. Sophie a une ecchymose sur le front. La tasse est en morceaux. Et regarde tes mains. » Hélène regarde ses mains. Elles sont tachées de thé. Sophie les a frottées avec le liquide pendant qu'Hélène sombrait dans la somnolence sur son fauteuil. La preuve est là, physique, irréfutable pour un esprit qui ne veut pas voir la trahison. Thomas reste près de la porte. Il ne s'approche pas. Pour lui, sa mère est déjà une étrangère. Un objet cassé qu'il faut réparer ou ranger. « Ça suffit, dit Thomas. La voix est tranchante. On ne peut plus attendre l'examen de lundi. Elle est un danger pour elle-même et pour les autres. Sophie pourrait être blessée sérieusement la prochaine fois. C'est le pivot, l'incident déclencheur. Les Fils prennent la décision de l'internement d'urgence. Sophie, derrière son torchon, observe la scène. Ses yeux sont secs. Elle calcule déjà le montant de la commission qu'elle recevra de la part de l'agence immobilière pour la mise en vente du domaine. Le médecin de famille, un homme âgé et fatigué que Sophie a manipulé avec des rapports falsifiés, arrive à midi. Il observe Hélène qui est maintenant incapable de tenir sa tête droite. Le neuroleptique a fait son œuvre. Elle ressemble à la définition même de la démence sénile galopante. C'est une crise de délire paranoïaque, conclut le médecin. Elle a besoin d'une sédation lourde et d'une observation en milieu fermé. Je signe le certificat d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Julien signe le papier sur le capot de la voiture du médecin. Le bruit du stylo sur le papier est le seul son dans l'allée gravillonnée. Un son définitif. Thomas l'imite. Il ne regarde pas la fenêtre du premier étage où Hélène est allongée. L'ambulance arrive à 13h40. 2 brancardiers en uniforme blanc entrent dans la maison. Ils n'utiliseront pas de civière. Ils soutiennent Hélène sous les bras.
Elle traîne les pieds sur le parquet. Le bruit des talons qui frottent le bois est un cri de détresse muet. La caméra reste dans le salon vide. On entend les portes de l'ambulance se refermer. On entend le moteur qui s'éloigne. Puis, le silence. Sophie sort du couloir. Elle retire ses gants de latex. Elle les jette dans la cheminée. Elle s'approche du guéridon. Elle ramasse les morceaux de porcelaine avec une main de fer. Elle s'assoit dans le fauteuil d'Hélène. Elle prend une profonde inspiration. L'odeur de la maison a déjà changé. Elle sent l'absence. Elle sent la victoire. Elle sort son téléphone. Elle compose un numéro. C'est fait. Elle est partie. Préparer les contrats pour la vente des meubles aux enchères. On commence par les bijoux lundi matin. Elle raccroche. Elle sourit au vide. Elle ignore que dans le détecteur de fumée, juste au-dessus de sa tête, une petite diode rouge clignote. Hélène a été emmenée, mais ses yeux sont restés dans la pièce. L'enregistrement continue. Chaque mot, chaque geste de Sophie est désormais gravé sur un serveur distant, à l'abri des flammes et des mensonges. La scène se fige sur le visage de Sophie, illuminée par un rayon de soleil froid. Elle est la reine d'un royaume de cendres. La chambre de la clinique, les horizons, est blanche, d'un blanc chirurgical qui brûle la rétine. La caméra est fixée au mur, au-dessus de la porte, offrant une vue plongeante sur le lit. Hélène est allongée. Elle est immobile. Mais ses yeux sont ouverts. Le flou chimique s'est dissipé. Le métabolisme de son corps a rejeté le poison plus vite que prévu. Elle regarde le plafond. Elle compte les dalles de plâtre. 42. Elle sait où elle est. Elle sait pourquoi elle est là. Mais surtout, elle sait que le piège de Sophie a une faille. L'arrogance. À la villa, Sophie ne se cache plus. La caméra du salon, dissimulée dans le détecteur de fumée, enregistre une scène d'une brutalité froide. Sophie est debout devant le secrétaire en acajou de l'époux d'Hélène. Elle tient un pied de biche miniature. Le bois craque, un gémissement de fibres forestières qui se brise. Elle force le tiroir secret. Elle en sort des dossiers de titres au porteur et une boîte à bijoux en velours bleu. Elle rit. Un rire court, sec, sans joie. Elle appelle quelqu'un sur son portable. « J'ai les titres, dit-elle. Julien est un idiot. Il pleure dans son bureau pendant que je vide son héritage. Il croit que je cherche des souvenirs pour consoler sa mère. Prépare le transfert vers le compte au Caïman. Demain, le mobilier sera inventorié. À la clinique, Hélène reçoit la visite d'une infirmière, une femme d'un certain âge nommée Marthe. Marthe est une ancienne employée de la famille, placée là par le réseau d'Hélène bien avant que la crise n'éclate. Elles ne se parlent pas. Marthe change le soluté de la perfusion. Dans sa main, elle cache un petit boîtier noir. Un récepteur satellite relié aux caméras de la maison. Elle le glisse sous l'oreiller d'Hélène. « Tout est là, murmure Marthe en ajustant le drap. Elle a déjà forcé le coffre. Hélène attend que l'infirmière sorte. Elle sort le boîtier, l'écran s'allume. Elle voit Sophie dans son salon. Elle voit Sophie porter ses propres perles devant le miroir. Elle voit Sophie verser du gin dans un verre en cristal à 11h du matin. Hélène ne ressent pas de colère. Elle ressent une clarté géométrique. Sophie n'est pas une adversaire, c'est une proie qui s'enferme elle-même dans une cage de preuves. Hélène appuie sur un bouton du boîtier. C'est un signal crypté envoyé à Maître Lefebvre, son avocat spécialisé en droit criminel. Le message est simple, phase romas, mais dice, titan, phase d'incrimination activée. Pendant ce temps, Julien et Thomas sont dans un café, à quelques kilomètres de là. Ils sont dévastés. Ils se sentent coupables d'avoir enfermé leur mère, mais la rhétorique de Sophie a été si parfaite qu'ils doutent de leurs propres souvenirs. « Elle ne nous a même pas reconnus, dit Julien en fixant sa tasse. Sophie dit que c'est le stade terminal de la démence, répond Thomas. Elle s'occupe de tout. Elle vide la maison pour payer les frais de la clinique. Elle est courageuse. C'est ici que l'ironie du sort frappe. Thomas reçoit un email sur son téléphone. C'est une notification de la banque concernant le compte joint de la succession. Un virement de 200 000 € vient d'être initié vers une destination inconnue. L'expéditeur du virement, le compte de Sophie, utilisant les codes d'accès d'Hélène qu'elle a volés dans le secrétaire. « Pourquoi Sophie déplace-t-elle autant d'argent ?» demande Thomas. « Pour les soins de maman, sans doute, répond Julien, mais son ton est incertain. Une ombre de doute traverse son regard. À la villa, Sophie invite son complice. Un homme en costume gris, un expert en art véreux. La caméra les filme en train de décrocher les tableaux de maître. Les murs révèlent des rectangles de tapisserie plus clairs, comme des cicatrices de peau n'ayant jamais vu le soleil. « Celui-ci vaut 50 000 au moins, dit l'expert. « Vends-le vite, répond Sophie. Je veux que cette maison soit une coque vide avant que les fils ne se réveillent. » Elle ignore que chaque mot est transmis en temps réel au bureau du procureur. Hélène, dans son lit de clinique, regarde l'écran. Elle voit sa vie être démantelée, pièce par pièce. Elle reste immobile.
Elle sait que pour que la chute de Sophie soit totale, elle doit la laisser aller jusqu'au bout, jusqu'au crime irréparable. Le soir tombe sur les horizons. Hélène ferme les yeux. Elle n'a plus besoin de médicaments pour dormir. Elle a la certitude du bourreau. Sophie pense qu'elle a rendu Hélène folle. Elle ne réalise pas qu'elle l'a rendue invincible. Le silence de la chambre est rompu par le bip régulier du moniteur cardiaque. Un rythme lent. Un rythme de prédateur en embuscade. Le bureau du directeur de la clinique est tapissé de bois sombre. La caméra est placée en hauteur, immobile, filmant la scène comme un témoin invisible. Sophie est assise, les jambes croisées, balançant son escarpin d'un air impatient. Face à elle, le docteur Meyer, un homme dont l'éthique s'efface devant les chiffres à plusieurs zéros. Elle doit être déclarée inapte de façon permanente, dit Sophie. Sa voix n'a plus aucune trace de cette douceur feinte qu'elle utilise avec Julien. Je veux un certificat de démence sénile irréversible, une mise sous tutelle complète. Mon mari est trop fragile pour gérer cela, je m'en occuperai. Le docteur Meyer joue avec son stylo. C'est une procédure lourde, Madame V. Vos beaux-fils doivent tout signer. Ils signeront ce que je leur dirai de signer, rétorque-t-elle. Ils pensent qu'elle a tenté de m'étrangler hier soir. J'ai fait un faux rapport de police. Voici votre avance. Elle pose une enveloppe épaisse sur le bureau. Le bruit sourd du papier plein de billets est capté par le micro. La transaction est consommée. Pendant ce temps, à la villa, la dévastation continue. La caméra du salon filme l'espace désormais squelettique. Les tapis persans ont disparu. Il ne reste que les traces de pas dans la poussière. Julien entre dans la pièce. Il a l'air d'un fantôme. Il regarde le mur où pendait le portrait de son père. « Sophie » appelle-t-il. Sa voix résonne dans le vide. Sophie n'est pas là, mais il trouve sur la console d'entrée un document laissé par mégarde. C'est l'acte de vente de la villa, déjà pré-rempli au nom d'une société écran basée au Luxembourg. Julien fronce les sourcils. Pourquoi vendre la maison familiale alors que sa mère est censée revenir après son traitement ? À la clinique, Hélène n'est plus dans son lit. La caméra de sa chambre montre une pièce vide, les draps tirés avec une précision militaire. Hélène est dans le jardin d'hiver, un espace de verre et d'acier. Elle n'est pas seule. Maître Lefebvre est assis en face d'elle, dissimulé derrière un large journal. « Ils ont mordu à l'hameçon », murmure l'avocat. Sophie a viré les fonds sur le compte luxembourgeois. Le docteur Meyer a accepté le pot de vin. Nous avons l'enregistrement audio et vidéo de la transaction. « Et mes fils ?» demande Hélène. Son regard est fixe, porté sur un rosier mort par le gel. Julien commence à douter. Il a trouvé les papiers de la vente. Thomas, lui, est encore sous l'influence de Sophie. Il croit qu'elle sauve la famille de la ruine que vous auriez causée par votre folie. Hélène pose sa main sur la table en fer forgé. Le froid du métal l'aide à rester lucide. Laissez-la signer l'acte de vente demain. C'est le moment où le vol devient un crime fédéral. Je veux qu'elle pense qu'elle a tout gagné au moment précis où le sol se dérobera sous elle. Le lendemain, la tension monte d'un cran. Sophie réunit les deux fils dans la bibliothèque dépouillée de la villa. Elle porte une tenue de deuil, de la dentelle noire, jouant la veuve avant l'heure. Elle pose un document devant eux. « C'est pour protéger maman », dit-elle en écrasant une larme imaginaire. Le juge demande une signature conjointe pour la tutelle et la vente des actifs improductifs. C'est le seul moyen de payer les meilleurs spécialistes suisses pour son cerveau. Signez ici, mes chéris, faites-le pour elle. Julien hésite, le stylo tremble dans sa main. Il regarde Sophie. Il voit pour la première fois la dureté derrière le maquillage, le calcul derrière le ciment des paupières. Sophie, où est le portrait de papa ? Pourquoi l'expert en art est-il passé hier ? Pour l'assurance, Julien, ne sois pas paranoïaque, tu deviens comme elle. Signe, sa voix a dérapé. Un cri strident qui déchire le silence de la pièce. Thomas, lui, signe sans regarder. Il veut que ce cauchemar s'arrête. Julien finit par poser la pointe du stylo sur le papier. La caméra zoome numériquement sur sa main. Il signe. Sophie s'empare du papier avec une rapidité de rapace. Elle ne les regarde même plus. Elle range le document dans son sac de créateur. « Je vais porter ça au notaire. Restez ici. Reposez-vous. » Elle sort de la pièce, ses talons claquant sur le marbre avec une arrogance triomphale. Elle ignore que Julien, resté seul avec son frère, sort son téléphone. Il a reçu un message anonyme il y a 10 minutes. Un lien vers un serveur vidéo en direct. Le titre du lien, La vérité sur la chambre 402. La caméra reste sur les deux frères, immobiles dans la bibliothèque vide. Le visage de Julien se décompose alors qu'il regarde l'écran de son téléphone. Il voit sa mère, parfaitement lucide, parlant avec un avocat. Il entend la voix de Sophie, enregistrée la veille, parlant de lui comme d'un idiot et d'un pigeon. L'escalade est terminée. Le sommet est atteint. La chute va commencer.
Le salon de la villa est une nef vide. La caméra est placée en contre-plongée, rendant les plafonds immenses et oppressants. Sophie est seule. Elle tient une coupe de champagne à la main. Elle danse presque au milieu des traces de meubles disparus. Elle regarde son reflet dans la grande baie vitrée. Elle ne voit pas une criminelle. Elle voit une héritière. Il est 17h40. Le ciel de fin d'après-midi vire au violet électrique. Sophie sort son téléphone pour vérifier son compte au Luxembourg. Elle s'attend à voir 6 zéros. Elle s'attend à voir la liberté. Elle tape son code. L'écran affiche « Accès refusé, compte gelé par autorité judiciaire ». Son sourire s'efface. Une ride de panique barre son front. Elle rafraîchit la page. Encore. Encore. Le message reste identique. Elle appelle son complice, l'expert en art. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Elle appelle le docteur Meyer. Le téléphone sonne dans le vide, un écho monotone qui semble se moquer d'elle. Soudain, le silence de la maison est rompu par un bruit de moteur. Une voiture s'arrête dans l'allée, puis une deuxième. Sophie s'approche de la fenêtre. Ce n'est pas la limousine qu'elle a commandée pour s'enfuir. Ce sont des véhicules de gendarmerie. La porte d'entrée s'ouvre. Julien et Thomas entrent. Ils ne crient pas. Ils ne courent pas. Ils marchent lentement, côte à côte. Leurs visages sont des masques de pierre. Derrière eux, 2 hommes en civil. Des inspecteurs. « Julien, mon chéri !» s'exclame Sophie, sa voix montant d'une octave dans une tentative désespérée de reprendre son rôle. « Qu'est-ce qui se passe ? Ces gens sont entrés sans frapper. » Julien s'arrête à 2 mètres d'elle. Il ne la regarde pas dans les yeux. Il regarde la coupe de champagne qu'elle tient encore. « On a vu les vidéos, Sophie, dit-il. » Sa voix est basse, saturée de dégoût. « On a tout vu. La manipulation des médicaments, le vol des bijoux, tes conversations avec ton amant au Luxembourg. » Sophie recule. Elle heurte le mur froid. « C'est une manipulation. Ta mère est folle, elle a fabriqué ces images. C'est de l'intelligence artificielle. Elle veut nous séparer. » « Ma mère est ici, Sophie, » coupe Thomas d'un ton glacial. Une silhouette apparaît sur le seuil. Hélène. Elle ne porte plus la robe de chambre grise de la clinique. Elle porte un ensemble de tailleur noir, impeccable. Elle marche avec une autorité naturelle. Elle n'a pas besoin de parler. Sa simple présence réduit Sophie à l'état d'insecte pris au piège. « Les comptes sont vides, Sophie, dit Hélène. Sa voix résonne dans le salon vide avec une clarté absolue. L'argent que tu as transféré n'est jamais arrivé au Luxembourg. Maître Lefebvre a créé une fausse banque en ligne spécialement pour toi. Tu as envoyé chaque centime directement sur un compte d'indemnisation pour les victimes de fraude. » Sophie lâche sa coupe. Le cristal explose sur le parquet. Le bruit est sec, définitif. Le champagne se répand comme une flaque de venin inutile. « Tu pensais que j'étais lente, Sophie. Tu pensais que j'étais vieille. Mais le temps est mon allié, pas le tien. » L'un des inspecteurs s'avance. Il sort une paire de menottes. Le cliquetis du métal est le seul son dans la pièce. « Sophie V, vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, détournement de fonds, administration de substances nuisibles et tentative d'escroquerie en bande organisée. » Sophie commence à hurler. Elle insulte Julien. Elle traite Thomas de lâche. Elle crache vers Hélène. Mais les inspecteurs la saisissent fermement. Ils l'entraînent vers la sortie. Ses talons traînent sur le sol, produisant un grincement pitoyable. Elle disparaît par la porte. Julien et Thomas restent immobiles. Ils regardent leur mère. Ils veulent s'excuser. Ils veulent pleurer. Mais Hélène lève une main pour les arrêter. Le silence qui s'installe est celui d'une dévastation mutuelle. « Vous avez cru une étrangère plutôt que votre propre sang, dit Hélène. C'est le moment de l'effondrement total. Les fils réalisent qu'ils n'ont pas seulement failli perdre leur héritage, ils ont perdu leur mère. Même si elle est là, devant eux, le lien est brisé. La maison est vide, les murs sont nus et leur famille n'est plus qu'un souvenir en ruine. » La caméra reste fixée sur le rectangle de lumière de la porte ouverte. On voit la poussière flotter dans l'air. C'est tout ce qu'il reste de leur vie de famille, des particules de rien. La villa est de nouveau silencieuse. Les sirènes des voitures de gendarmerie se sont éteintes au loin. La caméra est fixée sur la fenêtre du grand salon, montrant le parc où le givre commence à blanchir l'herbe. Le monde extérieur est figé dans une attente glacée. Hélène est assise dans son fauteuil. Le fauteuil a été rapporté par les déménageurs de la police ainsi que le secrétaire et quelques tableaux, mais la maison ne semble pas habitée. Elle semble hantée. Julien et Thomas se tiennent debout devant elle comme des enfants fautifs devant un juge. Ils n'oseront pas s'asseoir. Ils ne méritent plus cette place. « Maman, commence Julien. » Sa voix se brise. « Nous ne savions pas, nous avons été aveugles. Dis-nous ce que nous pouvons faire pour réparer. » Hélène pose ses mains sur les accoudoirs. Ses doigts sont longs, pâles, immobiles.
Elle les regarde un instant avant de lever les yeux vers ses fils. On ne répare pas la confiance, Julien. On ne recolle pas le cristal après qu'il a été réduit en poudre. Vous avez regardé cette femme me droguer et m'effacer, et vous avez hoché la tête parce que c'était plus confortable que de douter. Elle fait signe à maître Lefebvre, qui se tient dans l'ombre du couloir. L'avocat s'avance avec 2 enveloppes. Il les tend aux 2 frères. « Qu'est-ce que c'est » demande Thomas en ouvrant la sienne d'une main tremblante. « C'est votre liberté, répond Hélène d'une voix sans timbre. J'ai racheté vos parts de la succession. Vous avez maintenant assez d'argent pour refaire votre vie loin d'ici. Mais cette maison, mon nom et mon futur ne vous appartiennent plus. J'ai modifié mon testament ce matin. Tout ce qui reste ira à une fondation pour les victimes d'abus de faiblesse. » Julien regarde le chèque à l'intérieur de l'enveloppe. C'est une somme importante. Le prix d'une mère. Il réalise que cet argent est un adieu. « Tu nous chasses » murmure-t-il. « Non » répond Hélène. « Je vous libère de votre culpabilité. En restant ici, vous seriez mes gardiens ou mes ennemis. Je préfère que vous soyez des étrangers. Partez maintenant. » Sophie attend son procès. Allez témoigner contre elle si vous avez encore un peu d'honneur. Mais ne revenez pas ici. Les 2 fils se regardent. Ils comprennent qu'il n'y aura pas de pardon, seulement une transaction. Ils reculent vers la porte, la caméra les filme de dos alors qu'ils sortent de la pièce, leurs silhouettes s'effaçant dans le crépuscule du couloir. Le bruit de la porte d'entrée qui se ferme est lourd, c'est le son d'un tombeau qui se scelle. Hélène reste seule. Elle se lève et s'approche de la cheminée. Elle prend une petite photo de famille, elle, son mari et ses 2 fils enfants. Elle regarde les visages souriants sur le papier jauni. Elle ne pleure pas. Ses yeux sont secs, brûlants. Elle jette la photo dans les braises mourantes. Le papier se recroqueville, les visages disparaissent dans une étincelle bleue. La caméra recule lentement dans un mouvement de chariot fluide, mais imperceptible. Elle traverse la pièce, sort par la fenêtre et montre la villa de loin. Une sentinelle de pierre. Dans la nuit. Épilogue. Sophie passera les 10 prochaines années derrière les barreaux, sa beauté dévorée par l'amertume et le gris des murs de la prison. Julien et Thomas vivront dans le confort, mais chaque miroir leur renverra l'image de leur lâcheté. Hélène, elle, a retrouvé son trône. Elle vit dans une maison parfaite, entourée de meubles parfaits, dans un silence parfait. La vengeance est une victoire géométrique. Elle rétablit l'ordre, mais elle ne ramène pas la chaleur. Le cadre s'éteint sur l'image d'une seule lumière allumée au premier étage. Puis elle aussi s'éteint. Le noir est total,